Bonjour à tous, bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, nous allons aborder le métier de trader et le secteur du trading. Donc, ce soir, j'accueille trois intervenants que je vais laisser se présenter chacun leur tour. Areski, je vous en prie. Oui, bonjour. Alors, en ce qui me concerne, j'ai environ une trentaine d'années d'expertise d'expérience sur le trading, dont une vingtaine d'années comme responsable des activités de marché. J'ai travaillé un peu partout en Europe, hein, donc à Paris, j'ai travaillé à Düsseldorf, Cologne, Hambourg, Amsterdam, Londres et Oslo. Et j'ai eu la chance d'avoir plusieurs phases dans ma carrière. Donc, j'ai eu la première phase qui était banque d'investissement à Paris. Et j'ai eu une seconde phase qui était marché de commodities et d'électricité, qui était un nouveau marché qui a débuté au début des années 2000, qui m'a permis de partir à l'étranger et donc orienté plus matières premières commodity. Et puis une troisième phase qui était un peu un mix, puisque j'avais accumulé suffisamment d'expérience dans ces domaines-là. Donc, c'était commodities, foreign exchange, interest rates. Et j'ai tenté la crypto en 2022. Bon, c'était pas mon truc. Donc, j'ai vite abandonné la crypto pour revenir dans les commodities. Euh, pour dire un peu comment j'ai commencé ma carrière, c'était pour être trader, en tout cas dans des grandes banques, c'est toujours un peu difficile si vous n'êtes pas sorti de Polytechnique ou de très très grandes écoles d'ingénieurs. Je sais qu'à la Société Générale, je sais que Yann Koueni y travaille. Pour y avoir travaillé, il y a une espèce de graduation qui fait que si vous êtes polytechnicien, vous pouvez faire des options. Si vous êtes HEC, vous pouvez être commercial, sales. Je confirme. Pardon? Je confirme. Voilà, donc ça n'a pas changé depuis mon époque. Et donc, du coup, moi, j'ai eu il faut avoir de la chance et tomber sur. Moi, je suis tombé en 1990 lorsque je cherchais un stage. Je cherchais un stage dans un journal à l'époque qui s'appelait Les Échos Grandes Écoles. Alors, je ne sais pas si ça existe encore, où effectivement, il y avait une offre de stage chez Goldman Sachs à Paris sur le pic du Matif. J'y ai répondu. Et c'est une boîte américaine et les Américains en général, ce qu'ils veulent sont des gens qui ont faim, pas spécialement des gens qui sont ultra formés, qui sont super intelligents. Ils veulent des gens qui ont faim, qui sont prêts à se battre. Et quand vous travaillez sur le pit, hein, à l'époque à Paris, il y avait le pit sur le Matif, il fallait jouer des coudes, il y avait de la baston, c'était pas que. Donc, il fallait vraiment vouloir se battre. Et c'est ce que recherchait en fait l'Américain qui m'a embauché chez Goldman Sachs. Il me disait, moi, je veux plus travailler avec les HEC, ils se croient que tout leur est dû, alors que lui, il veut quelqu'un qui voulait se battre. Et du coup, avoir le nom de Goldman Sachs en tout premier sur mon CV, ça m'a ouvert les portes. Donc voilà, et ça m'a permis après d'aller travailler dans les grandes banques comme JP Morgan, Société Générale, et puis après Western Bank Oishach, et ainsi de suite dans tout le parcours. Donc voilà, si vous ne sortez pas, vous êtes un outsider, un peu comme moi, qui a juste une école de commerce basique, il faut avoir un coup de bol. Il faut, et puis bon, un coup de bol, et puis surtout beaucoup de travail. Parce que après, lorsque je suis passé en stage pré-embauche, hein, c'est-à-dire un mi-temps Banque Générale du Phénix, on va dire, on travaillait jusqu'à 22, 23 heures, clôture de New York, parce qu'on avait des positions sur les options S&P. Il fallait attendre la clôture du S&P à New York, et c'était 15 heures là-bas, 22 heures ici. Il fallait faire après les mark-to-market, et il fallait faire les résultats, voir avec le back-office s'il y a eu des problèmes. Donc, on finissait vers minuit, on recommençait le lendemain matin à 8 heures. Donc, il fallait en vouloir. Voilà. Donc, en gros, la recette, c'est de la chance et du travail. C'est comme partout, en fait. Ouais, c'est vrai. Très bien. Merci beaucoup, Areski, pour votre présentation. Nicolas, je vous en prie, à votre tour. Oui, alors moi, je suis pas du tout issu du même parcours, mais j'aurais aimé l'avoir. C'est vrai que moi, la seule matière où j'étais fort à l'école, c'était les maths. Et donc, mon rêve de gosse, c'est vrai, c'était d'être trader. Moi, j'adorais les mathématiques, j'adorais ça aussi, les chiffres. Ça m'a toujours plu le trading, mais c'est vrai que n'ayant pas fait de grandes études,
C'était pas possible à mon époque. Il n'y avait pas comme maintenant Internet, ça s'était pas démocratisé. Donc j'ai fait un parcours de commercial, puis j'ai ouvert ma société que j'ai eu pendant 4 ans. Et arrivé proche de la quarantaine, j'ai fait ma crise de la quarantaine et je me suis dit c'est maintenant ou jamais. D'autant plus que ça s'est beaucoup démocratisé depuis. Et j'avais quand même eu des comptes virtuels sur Boursorama il y a très longtemps à l'époque, où je commençais à la vingtaine, j'avais déjà un petit peu essayé de faire du trading. Et puis c'est revenu plusieurs fois dans ma vie. Je m'étais abonné à certaines choses sur Internet, des signaux notamment à l'époque. Et j'étais sur 2Giro. J'avais essayé aussi de faire du trading, mais pas vraiment de manière professionnelle. Et j'ai commencé il y a 2 ans les crypto-monnaies aussi, parce que c'était le marché traditionnel, on va dire, qu'on ne connaît pas. Ça nous paraît un petit peu inaccessible, en fait. Et donc, les crypto-monnaies, c'est accessible. Donc, moi, j'ai commencé sur les crypto-monnaies tout seul, chez moi. J'ai essayé de me former un petit peu en regardant du contenu sur Internet. Et j'avais pas vraiment de résultats positifs. C'était un peu le casino. Des gains, des pertes, des gains, des pertes. Et aussi, pas de cadre. Donc, on sait que c'est très important dans le trading, le cadre. Et j'ai intégré une école début janvier de cette année. Une école qui s'appelle Xelos, qui est à Nice, à côté de chez moi. Et j'ai fait une formation sur le scalping contrarien. Alors, j'ai appris une technique et surtout aussi, j'ai appris les bases, on va dire, du trading, comment fonctionne le marché, pas mal de choses là-dessus, avoir un money management. Et donc, j'ai fait cette formation en tradant avec les propres firmes. Donc, à ce moment-là, j'avais encore ma société. Donc, j'ai fait ça en parallèle. C'était sur la fin, on va dire, de ma société. Et puis après, j'ai fermé ma société pour me consacrer pleinement au trading dès que j'ai commencé à avoir un petit peu des résultats. Mais en fin de compte, je croyais que c'était la fin, mais c'est vraiment là que ça a commencé parce qu'une fois qu'on n'a plus de travail à côté, c'est une grosse pression. Donc, on en parlera après, mais il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et c'est là que le vrai travail commence, en fait. Super, merci beaucoup Nicolas. Yann, je vous en prie, à votre tour. Merci, merci Florence de me donner l'occasion de partager ma maigre expérience sur le métier du trading, parce que quand même, Areski a plus de 20 ans, Nicolas aussi. C'est des profils très expérimentés. Moi, 2 ans de trading, hein, même pas encore 2 ans. 30 ans. Ok. 30 ans de trading. Areski, c'est un dinosaure du trading, on dira. Ouais. Il y a vraiment, beaucoup d'expérience. Après, Yann, le plus Un important, tyrannosaure c'est du pas ça. trading. Pardon? Le plus important, c'est pas ça. Le but, c'est la diversité des Oui, bien profils. sûr, je le comprends, hein. Après, c'est aussi pour être humble, parce qu'effectivement, le métier de trading, c'est un métier qui vous rend humble, Absolument. parce que il y a beaucoup d'imprévus et en fait, on peut survivre si on a une capacité justement à gérer ces imprévus-là. Donc, je vais être j'ai un profil un peu différent de celui d'Areski et de Nicolas parce que je ne suis pas trader, mais je suis trader quantitatif, donc ce qu'ils appellent quantitative analyst ou quantitative developer. Donc, ce que je fais en fait, c'est que je développe des outils pour les traders, des outils de pricing pour les traders pour pricer les options, options vanille, options exotiques. On pourra en revenir sur les définitions après. Et donc, je le fais depuis à peu près 4-5 ans. Donc, j'ai eu plusieurs. Pour parler de la partie professionnelle, j'ai fait plusieurs types de postes, mais qui tournaient toujours autour du pricing. Donc, par exemple, chez un gestion d'actifs qui était un fonds, on m'a confié la charge de rédiger un modèle pour pricer un produit exotique qui s'appelait les Coco Bonds, donc Contingent Convertible Bonds. Donc, ce sont des produits exo qui sont utilisés et qui permettent à la fois d'avoir une garantie en capital et qui ressemblent beaucoup aux autocols. Voilà, pour un peu schématiser comme ça. Donc ça, c'était ce que j'ai fait chez un assureur. Après, j'ai travaillé aussi chez Amundi, Crédit Agricole, BNP et actuellement, je suis à la Société Générale. Et là, je travaille sur la partie pricing, vol et exo avec les traders. Donc tous les jours, on a des sujets autour du pricing, de produits un peu compliqués. Moi, mon job, en fait, c'est de me rassurer qu'ils puissent toujours pricer les produits qui leur sont demandés. Donc des fois, c'est des produits très faciles, hein, des options, des calls, des puts très simples. Mais des fois, il y a des trucs un peu plus tricky. Il faut donc ajouter le pricer pour qu'il puisse fonctionner. Il faut savoir aussi qu'un pricer, en fait, c'est pas juste un clic-bouton, il y a beaucoup de choses derrière.
Il faut mettre à jour les nappes de volatilité, les dividendes, les repos, etc. Il y a plein de paramètres à mettre en place. Et donc, moi, je suis un peu, on va dire, expert dessus. Donc, j'ai plutôt une approche, on va dire, quantitative et systémique du trading. Donc, comment j'ai fait pour arriver à ces postes-là? Donc, j'ai fait une formation un peu classique en France, hein, prépa, enfin, classique pour ce type de poste-là, je veux dire. C'est prépa, école d'ingénieur. Et après, je me suis spécialisé en statistique et en finance en Suisse. J'ai fait un master là-bas en statistique pour vraiment la partie décortiquer les chiffres, etc. Et à la suite de ça, donc j'ai pu intégrer donc ce cursus-là. Je rejoins Areski quand il dit que c'est un métier en fait qui est c'est un métier qui est très codé, très codifié et où en fait on se rend compte, du moins en France, que c'est un peu une certaine catégorie de personnes. C'est un peu un même profil qu'on rencontre à chaque fois. Donc ça peut s'exprimer par rapport à plein d'éléments, hein. Ça peut être lié au fait que voilà, en France, on privilégie les grandes écoles, les écoles d'une certaine classe renommée. Ça, c'est quelque chose qui existe en France. Au contrario aux États-Unis, on va plutôt privilégier la performance, donc la capacité à délivrer. Il y a ça, mais aussi le fait que, en fait, quand vous êtes sur un desk de trading, la moindre erreur que vous faites a un impact financier immédiat. Et c'est peut-être pour ça que j'aime ce métier, parce que lorsqu'on vous donne un projet, lorsqu'on vous demande de faire une modélisation, de faire un prix, de travailler sur un prix ou un produit, si vous faites mal votre job, la banque prend une mauvaise position et la banque perd de l'argent. Ça veut dire que l'erreur ne pardonne pas. Si vous avez un projet, je ne sais pas, dans le retail, dans le luxe ou l'agroalimentaire, etc., vous faites une erreur, ok, on va se rendre compte 10 jours après, on va la rectifier. Là, vous faites une erreur de mispricing, on se rend compte 10 jours après, la banque a perdu 1 million. Donc, ça fait que c'est un métier et il y a beaucoup de pression et de stress. Je pense qu'Areski, comme vous l'avez dit, on finit à 22h, 23h. Au-delà des grosses heures, c'est énormément de stress. Et aussi, on va dire, comment dire ça, chaque décision que vous prenez, chaque hypothèse, en fait, l'impact est immédiat. Et donc, c'est peut-être parce que c'est très stressant que généralement les gens aiment s'entourer des personnes qui les ressemblent un peu. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a un peu ces profils qu'on retrouve à chaque fois. Voilà, c'était un peu pour donner un peu mon avis par rapport à ces sujets-là. Et donc, voilà, j'ai fait donc prépa, école d'ingénieur et un master en statistique, comme j'ai dit. Et c'est comme ça que j'ai pu intégrer donc ces différentes banques. Et là, actuellement, je suis à la Société Générale depuis quelques mois. En tout, j'ai 4-5 ans d'expérience et j'espère à terme, pourquoi pas, me lancer en indépendant comme Nicolas ou bien être responsable des desks comme Areski à l'avenir. Voilà, ça c'est pour mon profil et mon parcours. Super, merci beaucoup Yann. Merci. Donc merci à vous tous de vous être présentés en détail. Est-ce que vous souhaitez revenir sur votre parcours en particulier pour arriver là où vous en êtes, ou vous avez dit l'intégralité des choses? Moi, je peux en parler parce que le Ok. parcours d'indépendant, en fin de compte, il n'est pas structuré comme à l'école où on fait Ouais. des études et puis après, une fois qu'on Ouais, travaille, clairement. ça y est, on est dans le bain. Et alors que nous, c'est vrai qu'en fait, moi qui ai monté une entreprise, j'ai vu beaucoup de similitudes en fait, parce que déjà, on investit beaucoup de son temps et financier aussi, et on passe son temps en fait à mettre en place des process, à aussi mettre en place une rigueur, que ce soit personnelle et aussi au niveau du trading, à mettre un cadre en fait tout le temps, et puis aussi à continuer d'apprendre en permanence, parce que c'est vrai qu'on a une base on pourra revenir là-dessus, qui est importante de le définir en fonction de sa personnalité, parce que sinon on n'arrivera pas à tenir la rigueur dans le temps si ça ne nous correspond pas. Moi, j'ai dû abandonner beaucoup de méthodes rentables, mais qui ne me correspondaient pas en fait, et qui du coup m'emmenaient vers une mauvaise psychologie. Donc, malgré que j'ai fait une formation, j'ai gardé des choses qui me correspondaient dans la formation. Et puis, au fur et à mesure, je l'ai adapté en fonction de ma personnalité, en fait, et de mes ressorts psychologiques, pour pas me retrouver en danger, en fait. Et aussi, j'essaye de faire en sorte, je travaille avec un développeur, justement, pour automatiser un maximum de choses pour que ma psychologie entre pas en compte dans mes décisions, un minimum en tout cas. Donc, c'est vrai que l'apprentissage, il est continu, en fait. Et puis, c'est vite fait aussi de se perdre, parce que quand on n'a pas eu un parcours comme cela, on essaye de chercher un petit peu des informations
pour agrémenter notre stratégie. Et des fois, on part sur des chemins, et puis bon, après, on revient sur la base, hein, mais bon, voilà, c'est aussi un très long chemin personnel déjà, et un chemin d'apprentissage continu. Je voudrais ajouter que c'est que en fait, le processus d'apprentissage que Nicolas vient de nous parler, il est aussi valable lorsque vous êtes salarié dans une banque ou dans un corporate ou dans un utilities ou peu importe, parce que, en tout cas, pour ce qui me concerne, comme moi, j'ai changé assez régulièrement de marché sur lequel je travaillais, j'ai pas appris à l'école ce que c'était des options de change, ce que c'était des options de taux, que c'était des options sur pétrole, commodities, électricité, gaz. Et il a fallu, moi, j'avais la chance, si vous voulez, d'avoir commencé à travailler sur les options. Donc, Yann est un expert. Et donc, on a commencé à travailler sur les options sur marché organisé dans un premier temps, dans les années 90. Les exotiques n'ont commencé à exister que mi-90. En 1993, j'ai commencé, quand j'ai travaillé chez ABN AMRO, à traiter les premières knock-in, knock-out sur les marchés d'échange. Et après, au fur et à mesure, les développeurs, les polytechniciens sont arrivés, ont commencé avec leur formule mathématique à plus vous additionnez de conditions, parce qu'en fait, ça devenait une condition pour les market makers des grandes banques, comme les options classiques étaient compétitives et on gagnait plus trop d'argent quand on était market maker, parce que le market maker cherche à avoir le spread entre le bid et le ask. Du coup, on a complexifié et a augmenté les conditions. Et plus vous augmentez les conditions, plus vous avez des formules mathématiques derrière qui deviennent complexes. Et du coup, en étant trader option, vous pouvez traiter n'importe quel marché. Vous pouvez traiter, parce que de toute façon, il suffit, si vous voulez, de vous habituer un petit peu aux fondamentaux du marché. Donc, les marchés d'échange, les marchés de taux, les marchés financiers vont obéir à des fondamentaux macroéconomiques et à des événements géopolitiques. Là où, par exemple, l'électricité, bon, il y a un peu de macro, mais il y a beaucoup de température, niveau d'humidité, niveau du snowpack, en fonction du mix énergétique de la région dans laquelle vous travaillez. Donc, il y a énormément de fondamentaux qui vont être différents. Et dans les cryptos, ce sera d'autres fondamentaux que moi, j'ai eu du mal à maîtriser parce qu'il faut être dans le monde de l'informatique et de la blockchain. Et bon, on ne peut pas tout savoir. Donc, du coup, moi, j'ai un petit peu abandonné. Et effectivement, si vous voulez avancer, vous devez systématiquement vous devez travailler, vous devez faire des recherches, vous devez apprendre par vous-même en allant alors aujourd'hui on a Internet, dans les années 90 c'était pas encore complètement le cas, donc il fallait chercher des bouquins, donc j'avais le bouquin de Cox and Rubinstein sur les options, on essayait de trouver dans des bibliothèques des études ou de PhD ou d'universitaires qui faisaient des thèses, et là c'était un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, effectivement, passer par exemple d'échanges aux matières premières, ça peut être relativement facile parce que vous avez tout sur Internet. Et vous avez moi, je me suis constitué une bibliothèque de livres sur tout type de marché, commodities, comme FX, sur Internet. Et dès que par exemple, j'ai une banque, une boîte qui veut monter un desk sur un type de marché particulier, je peux lui monter un business plan relativement facilement parce que j'ai les informations en allant puiser sur Internet, je les travaille. Et à partir du moment où vous maîtrisez les options, vous pouvez maîtriser n'importe quel marché avec un peu de travail sur les fondamentaux de chaque marché. Mais en fait, le trading, c'est du travail constant. Parce que, bon, vous avez l'apprentissage des fondamentaux. Alors, je suis un peu long, excusez-moi. Mais vous avez aussi l'apprentissage, je dirais, quantitatif. C'est-à-dire essayer de maîtriser quelques formules mathématiques en fonction de vos capacités de compréhension mathématique. Alors, moi, elle n'est pas très, très élevée parce que j'ai une école de commerce. Mais j'ai réussi par moi-même à faire un Pas dire pricing ça, d'options. non. Les gens d'école de commerce, ils vont se fâcher dans les commentaires. À faire des années. J'ai réussi à faire des pricing d'options que j'ai utilisés depuis 30 ans sur Excel. Enfin, c'était au départ sur Lotus. C'était un ancien tableur que j'ai ensuite passé sur Excel et que j'utilise pour n'importe quel type de marché.
que j'ai utilisés pour l'électricité, le gaz, le pétrole, les options de change, l'or, les métaux, les grains, tout. Ah Voilà. ouais, quand même. Donc, voilà. Et parce qu'il est relativement flexible, vous avez juste à changer quelques paramètres. C'est la Black and Scholes, c'est le modèle, la dérivation Black and Scholes. Et donc, il suffit juste de changer la page de garde, changer le taux sans risque, la date de maturité, la date d'expiration. Si c'est des swaps, si c'est des changes, intégrer les swaps de change. Voilà. Et vous pouvez construire à partir de là des pricing options et après pouvoir soit traiter par vous-même, soit allez vous vendre avec votre pricing dans des boîtes en disant voilà, j'apporte un peu aussi ma gamelle. Et ça, c'est relativement apprécié, enfin très apprécié lorsque vous changez de banque, que vous pouvez apporter vos outils et votre gamelle en fait. Hein. Et ça, je parle du trader. Alors le sales, il faut qu'il ramène lui son portefeuille client. Ouais. Voilà. Et effectivement, c'est un peu plus facile pour un sales de trouver du travail que pour un trader, parce qu'un trader, lui, il apporte ses compétences et la façon dont il a de gérer les risques, alors que le sales, il a quelque chose d'un peu plus consistant, c'est-à-dire qu'il peut ramener des clients. Voilà. Nous, on apporte une potentialité de gagner de l'argent, mais le sales, lui, il apporte des clients qui sont capables, si vous voulez, de générer quasiment immédiatement des fees. Voilà, donc c'est plus facile de trouver. Moi, j'ai un peu plus de difficultés aujourd'hui à mon âge, avec mon expérience et mon niveau de salaire, qu'il y a une dizaine d'années. Plus vous êtes vieux et plus c'est difficile. Donc, effectivement, moi, ce que je conseille un peu aux jeunes, c'est un peu comme les footballeurs, hein, profiter de sa jeunesse pour mettre un max. Et puis, quand vous arrivez à un certain âge, soit vous avez eu la chance de monter et de tenir surtout, parce qu'après, vous avez une bagarre avec les gens pour arriver au sommet de la pyramide. C'est à couteau tiré. Hein. Les gens n'hésitent pas à vous poignarder dans le dos. Hein. Donc, Ça, C'est c'est bien. sûr. Merci. voilà, en fait, le trading, c'est. Alors, j'en terminer là. Le trading, c'est quoi? C'est une guerre d'aller piquer de l'argent dans la poche de l'autre et faire attention que même vos copains à côté ne vous piquent pas de l'argent dans votre poche. Voilà, donc voilà, c'est ça le trading. Ok. Wow. Merci beaucoup, C'est Aristide. Merci pour ce tableau. conclusion assez dure. Moi, ce que j'aime, le point sur lequel je veux m'appesantir, c'est un peu Mhm. de démystifier le trading en banque. Il faut savoir que le trading en hedge fund et en banque, ce n'est pas du tout le même business. Parce que en hedge fund, l'objectif, c'est de générer du rendement. Voilà, donc des instituts, les particuliers vous donnent du cash et votre objectif, c'est de générer du rendement, c'est de générer de l'argent. Mais en banque, le trader, lui, ce qu'il fait, ce n'est absolument pas de chercher du rendement sur un cash qu'on lui confie. Non. Le trader, son objectif, en fait, c'est de donner un prix sur des produits, de tenir des positions, d'avoir des positions qu'il va pouvoir tenir et surtout de gérer son risque. Donc, ça veut dire que s'il achète, par exemple, je ne sais pas, une option sur Total ou une option sur le CAC 40, après, son objectif, c'est de se dire, voilà, j'ai une option sur le CAC 40, je regarde mes indicateurs de risque qu'on appelle les grecs, donc Delta, Vega, ROE, etc. Comment est-ce que je peux avoir un PNL positif par rapport aux positions que j'ai prises? Et donc, pour justement se hedger, se couvrir, c'est-à-dire limiter le risque, mais maximiser le PNL, il va être amené à peut-être revendre, déboucler des positions en revendant des produits qu'il a déjà dans son portefeuille, ou bien prendre d'autres positions. Donc, si par exemple, il est long Vega, il va essayer d'être short Vega. Donc, s'il y a un client qui lui propose un produit qui lui permet d'être short Vega, il va prendre ce produit. Donc, il faut savoir que le trader en banque, son métier en réalité, c'est du risk management. C'est vraiment c'est de gérer du risque. Donc, il a des positions, il calcule les grecs et ensuite, à partir de ces calculs-là, il essaie d'avoir des positions qui vont lui permettre de se couvrir. Il faut savoir qu'en fonction des classes d'actifs qu'on a, on a une couverture qui est plus ou moins facile. Plus les options seront vanille, donc seront liquides, et plus il sera facile pour lui de, on va dire, se hedger entre guillemets. Donc si pour me hedger, j'ai besoin d'un call sur le CAC 40 avec une certaine maturité, un strike qui est un peu liquide, c'est plus facile pour moi. Donc la difficulté va être de pouvoir en fait se hedger sur des produits qui ne sont pas liquides, qui sont illiquides. Et donc c'est là vraiment, pour le coup, c'est là que vient l'intelligence
du trader en banque. Voilà, maintenant, hedge fund, c'est différent. C'est un autre univers avec d'autres problématiques. Donc, ce qu'on voit sur le lot de Wall Street, par exemple, c'est absolument pas comme ça que ça se passe en banque. Moi c'est ce que je dis, c'est que c'est très bien, c'est très beau dans les films, dans le papier, mais les banques, en fait, c'est ça. C'est comment est-ce que je fais pour gérer le risque. Et donc, pour revenir à ce que Areski a dit, effectivement, effectivement, les traders qui gagnent le plus en banque, ça va être les traders effectivement exotiques. Parce que les traders exotiques, il y a un spread qui est plus, on va dire, qui est plus large. Et donc, qui permet d'avoir si on fait du market making, qui permet d'avoir un PNL plus intéressant. Ou bien, ce sont des produits, en fait, qui vont être beaucoup plus margés, où on promet peut-être une rentabilité plus intéressante et sur lesquels on peut plus marger. Donc, c'est comme ça que la banque fait pour gagner de l'argent. Mais à contrario, il faut que les personnes, les traders, puissent avoir des outils suffisamment sophistiqués pour déjà pricer les produits, mais ensuite pouvoir faire un monitoring des risques. Et donc, c'est cette intelligence-là qui fait en sorte que les traders exo aient une rémunération plus intéressante. Et quand on dit produits exotiques, c'est juste des produits vanille mis les uns sur les autres. Hein. C'est pas non plus. Voilà, c'est ça qu'on appelle exotique. Pardon? Oui, il y a une boîte à outils avec différents types d'options et on fait des produits structurés. Après, ça devient un produit packagé, structuré. C'est ça. En fait, je voudrais revenir un peu sur ce que tu disais parce que en fait, il y a deux grosses catégories en fait d'activités de marché en fait, hein, comme tu le disais, que ce soit hedge funds ou banque, mais aussi dans la banque, il y a ce qu'on appelle le prop trading, d'accord, où effectivement tu as des traders à l'image des hedge funds vont prendre des positions spéculatives sur le compte propre de la banque avec ce qu'on appelle une VAR, c'est-à-dire qu'on va leur octroyer ce qu'on appelle une VAR at risque, c'est-à-dire le montant maximum qu'on va leur autoriser de perdre sur une période donnée en fonction d'un niveau de marché et d'un niveau de volatilité. Donc, s'il dépasse cette VAR, ben, on va lui couper ses positions. Et puis, il y a le market maker qui, lui, va travailler pour les sales, parce que les sales ont des clients qui peuvent être n'importe qui. Ça peut être Total, ça peut être Engie, ça peut être Renault, ça peut être PSA, ça peut être n'importe qui ont des besoins de couverture, quels que soient les marchés, que ce soit sur les marchés d'échange, les marchés de taux, les marchés de matières premières, peu sur les equity, je pense. C'est un autre domaine. Et donc, le market maker va systématiquement donner un prix acheteur-vendeur à son sales, qui sera le plus serré possible, parce qu'il va rentrer en compétition, parce que les clients vont appeler plusieurs banques à la fois, et c'est celui qui aura le meilleur spread, ou peut-être qu'il aura un intérêt de portefeuille, parce que dans son portefeuille, il y a déjà des positions sur lesquelles il veut se séparer, donc il va peut-être améliorer son côté acheteur ou son côté vendeur. Et du coup, le market maker, lui, va gagner de l'argent plus en collectant ce qu'on appelle du spread, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il achète, il y aura toujours éventuellement un autre client qui va vendre. Donc, il va collecter la différence. Et c'est sur ça que le market maker gagne de l'argent. Le métier de market maker, je ne dis pas qu'il est plus facile, mais il est un peu plus relax parce qu'il a des flux de ses sales qui lui permettent, si vous voulez, de gagner de l'argent, de pricer. Donc, effectivement, comme tu disais, Yann, là où le market maker doit faire attention, c'est à avoir le pricing le plus proche du marché et que le modèle mathématique derrière soit le plus exact possible pour avoir le vrai prix et le meilleur prix pour pouvoir après ensuite gérer ses dérivés, ses Greeks, son delta, gamma, vega, rho et compagnie. Et voilà. Le prop trader, lui, toujours dans la banque, va prendre des positions purement spéculatives. Lui, il peut éventuellement faire un prix à un client si ça lui plaît, mais ce n'est pas son job. Lui, il doit prendre. Le matin, il arrive, il se dit bon, où est le marché? Je pense que ça a monté, ça a baissé. Il va prendre des positions. Il peut les garder en fonction de ces critères de trading. Il pourra les garder sur un an, sur un mois, sur une journée. Enfin, il fait comme il veut. Mais il doit respecter une matrice de risque et un PNL qui doit, à la fin de l'année, respecter. Merci beaucoup, Areski.
Du coup, merci pour toutes ces informations. Je vais vous passer au second plan, les défis rencontrés. Donc, est-ce que vous avez rencontré des défis dans votre parcours Ah jusqu'à oui. maintenant pour faire le poste que vous avez fait? Et Nicolas, je vais vous donner la parole en premier. Ouais, le défi, le mot est faible, hein. C'est honnêtement, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie où je suis parti vraiment de zéro, que ce soit le métier de commercial ou avoir monté une entreprise. Et c'était des choses qui paraissaient déjà très difficiles. Mais le trading, honnêtement, c'est la chose la plus difficile à laquelle je me suis confronté dans ma vie. Parfois, ça peut paraître vraiment inhumain, les difficultés qu'on rencontre. Et surtout quand on est particulier, parce qu'on échoue, on recommence, on échoue, on recommence. On croit avoir des gains, mais on les a pas au final. Et puis quand on perd, ça peut être aussi des sommes importantes dont parfois on a besoin. Donc c'est vrai que c'est vraiment très très dur. C'est pour ça que moi je vous dis honnêtement, c'est un point qui est important pour moi auquel que je voulais transmettre. C'est aujourd'hui toutes ces publicités pour le trading sur Internet. Moi je trouve que ça devrait être interdit en fait. Parce qu'il y a des drames derrière. J'entends plein de gens autour de moi qui me disent « Ouais, Nico, je me suis mis au trading. » Et quelques semaines après, ils me disent qu'ils ont perdu des grosses sommes, dont vous avez besoin. Ils me disent « Je sais pas comment le dire à ma femme, que j'ai perdu cet argent-là. » Et voilà, aujourd'hui, on vend quelque chose, le trading comme quelque chose d'accessible, alors que ça l'est pas du tout. Et il faut se former. Et puis, comme on l'avait évoqué tout à l'heure avec Areski, quand on est trader indépendant, ben c'est notre gagne-pain. Et c'est mieux de commencer en ayant des ressources à côté. C'est même indispensable, en fait. Et moi, des fois, il m'arrive de participer à mon école lorsqu'il y a des nouveaux entrants. Et ils me disent qu'ils veulent arrêter leur boulot. Bon, c'est dans le trading, mais je leur dis, mais vous rêvez complètement, quoi. Faut surtout pas faire ça, quoi. C'est justement, c'est minimiser ses chances parce qu'après, on va avoir une pression supplémentaire parce qu'on va compter là-dessus. Et donc, les difficultés rencontrées, elles sont énormes. C'est aussi avoir les bonnes connaissances parce que quand, comme moi, on n'a pas fait d'école, il y a beaucoup de formateurs, il y a beaucoup de formations, mais 90%, voire 95%, c'est nul, quoi. Et on s'en rend pas compte au début parce qu'on n'y connaît rien, en fait. Donc, il suffit qu'une personne nous sorte quelques chiffres qui sont souvent truqués ou quelques mots qu'on connaît pas, on a l'impression qu'il s'y connaît, alors qu'en fait, ça vaut rien, quoi. Et donc, il faut déjà aller à la bonne source de connaissances. Et c'est pas facile quand on s'y connaît pas. Donc, c'est la première des choses. Et puis après, les difficultés rencontrées, elles sont des techniques rentables. On peut en mettre en place assez rapidement. Quand je dis rapidement, bien sûr, c'est pas 2 semaines comme voudraient les jeunes, mais ça peut se mettre en place au bout de 6 mois, je pense, d'essais, d'amélioration. Et après, ce qui va faire la différence, c'est la psychologie, en fait. Parce qu'on est seul face à soi-même. Hein, donc c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place justement pour se protéger de soi-même. Et c'est surtout là que les difficultés sont grandes, on va dire, parce qu'il n'y a personne pour nous mettre dans le droit chemin quand on s'égare. Et c'est de l'argent, hein, donc que ça soit des gains importants ou des pertes importantes, on peut facilement dériver en fait. Donc les difficultés, elles sont très nombreuses, effectivement. Super, merci beaucoup Nicolas. Yann, je vous en prie, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées vous de votre côté? Alors, là, je pourrais évoquer les difficultés que j'ai pu rencontrer tout au long de mon parcours. On va dire ça comme ça. Il faut savoir que la salle de marché, c'est un environnement très particulier. Je pense qu'il faut en être conscient. Hein. Il faut être conscient que la salle de marché, c'est un environnement particulier. Donc, vous êtes entouré de personnes, donc voilà, les traders, etc., qui, leur objectif, c'est de faire du chiffre, c'est faire du PNL. Et il faut savoir que les marchés ne ferment pas. Donc, ils vont arriver à l'ouverture du marché, donc à peu près ils arrivent souvent à 8h30, le temps de lancer les pricers, les process, Bloomberg, Reuters, etc. Ils commencent à 9h. Et donc, ça va être non-stop jusqu'à 18h. Donc, c'est une non-stop jusqu'à 18h, il n'y a pas de pause. Il faut savoir qu'à la Société Générale, c'est très commun. Tout le monde mange sur son desk, du moins en salle de marché. C'est très commun. On a une petite pause de 10 minutes, on va prendre une salade, on mange sur le desk. Et moi, je me rappelle que j'avais pris cette habitude-là. Et moi, quand je dis ça à mes amis, oui, ils me disaient, mais tu es complètement fou. Enfin,
tu dois manger à la cantine, tu ne manges pas sur ton bureau, sur ton lieu de travail, c'est pas possible. Et donc là, je me suis dit que quand même, c'était un environnement particulier. Donc, pour dire que déjà, dans le premier point, c'est le contexte, on va dire, social, parce que pour moi, c'est le plus important, hein. Le côté technique, avec le temps, on l'obtient, avec acharnement, on peut l'obtenir, mais il faut avoir quand même conscience de l'environnement dans lequel on évolue. Et donc, c'est un Mhm. environnement très particulier, très concurrentiel. Areski l'a dit, hein, où les gens, c'est pas les enfants de cœur. Enfin, s'il y a un deal entre deux traders, etc., enfin, chacun va essayer d'avoir ce deal pour maximiser son PNL, parce que les bonus des traders sont indexés sur leur PNL. Quand ils ne font pas de PNL, ils n'ont pas de bonus. Et il faut savoir que la grande partie des rémunérations des traders, c'est sur les bonus. Donc, c'est un environnement très concurrentiel. Donc, il faut avoir quand même des nerfs d'acier. Je pense que Areski et Nicolas seront d'accord avec moi. Il faut vraiment avoir le mental. Ce n'est pas un métier qui est fait pour tout le monde. Si on a il faut se connaître soi-même. Si on est quelqu'un qui va avoir une bonne ambiance au travail, ne pas aller au travail avec la boule au ventre, arriver, être dans un endroit chill, tranquille, les collègues sont sympas, c'est la bienveillance, on va manger ensemble, on prend des cafés. C'est absolument pas ça en salle de marché. C'est absolument pas ça. Ça, il faut le connaître. Donc ça, j'ai pris du temps on va dire, m'habituer à ça. Donc ça, c'est le côté, on va dire, un peu social. Donc soft skills. Maintenant, pour les hard skills, c'était surtout les connaissances qui sont nécessaires pour évoluer en trading. Il faut savoir qu'il y a 10-15 ans, un trader, et même là, ça se voit, hein. Vous voyez un trader qui a 25-30 ans et un trader qui a 35-40 ans, il y a une différence en termes de type de compétences qu'ils ont. Donc là, je vois par exemple les traders qui ont, je sais pas, 35-40 ans, ils ont une très bonne vision business, ils savent comment ça se passe, quand le marché bouge d'une certaine façon, potentiellement ce qui va se passer par la suite, les éléments macroéconomiques, ils savent les gérer, mais ils seront pas, très peu savent coder. Donc, très peu savent programmer ou bien très peu ont des, des, ouais, donc, mais c'est important, hein. Faut pas juste savoir coder, mais c'est un peu le constat que j'ai fait. Mais par contre, les gens de mon profil, 25-30 ans, sur un desk en salle de marché, on va généralement demander à ce qu'on ait des connaissances en finance. Donc, finance, ça va être connaissance du marché, produits dérivés, produits financiers, etc. Des connaissances en informatique, il faut savoir programmer pour automatiser les process. Donc, programmer en Python, VBA, C Sharp, C++ en fonction des profils. Et, je vous dirai par la suite pourquoi est-ce qu'il faut avoir ces compétences-là, hein. J'essaie d'être rapide. Et en troisième point, c'est un peu des connaissances mathématiques. Enfin, un peu avoir quand même un niveau un peu correct en statistique, comprendre un peu c'est quoi une tendance de courbe, une variance, covariance, parce que voilà, plus vous allez dans des trucs exotiques et plus il faut avoir des notions mathématiques poussées. Donc, j'ai l'impression que on demande à ma génération qui veut travailler en trading d'être vraiment des couteaux suisses. Donc, connaissance finance, informatique, mathématiques. Ça, c'est juste chaque domaine, c'est un métier en soi, hein. Mais on demande d'avoir tous ces domaines-là, enfin, tous ces compétences-là. Et là, ça se voit sur le desk. Le trader qui a 30 ans, qui a à peu près mon âge, eh ben, lui, il sait coder, il a les bonnes connaissances en mathématiques et il a une bonne connaissance du business. Mais par contre, ceux qui ont 40 ans, 45 ans, etc., ils ont une très bonne connaissance business. Donc, voilà, pour moi, c'est un des challenges de ce métier, c'est qu'il faut avoir des compétences transverses et il faut se former tous les jours. C'est pas simple, mais il faut le faire. Et pourquoi? Parce que les différents outils que vous utilisez, en fait, quand vous avez une bonne connaissance de ce qu'il y a derrière la bécane, derrière le pricer, vous êtes plus à même de proposer un prix intéressant et d'être pertinent, de donner un prix challengeant. Pour revenir à ce que Reski a dit, quand vous avez un prix qui s'éloigne trop du marché, vous ne pourrez pas vous pouvez pas faire de trade. Et si vous ne faites pas de trade, vous n'avez pas d'argent. Donc, il faut pouvoir avoir des outils et des mécanismes en interne pour avoir des modèles qui ne s'éloignent pas trop du marché. Bon, c'est vrai qu'il existe des consensus qu'on appelle les consensus totem, etc., pour justement être sûr que nos prix ne s'éloignent pas du marché. Mais il faut mettre en place des modèles pour pouvoir ne pas trop s'écarter du marché, que le prix ne s'écarte pas trop du marché. Donc ça, c'est les principaux, je dirais, challenges que j'ai pu avoir. Donc le soft skills, l'environnement de marché, et dans un second temps,
cette partie en fait où il faut tout le temps se former, avoir des bonnes connaissances en informatique, en programmation, savoir ce qui se passe tout le temps. Un événement macroéconomique peut changer. Là, par exemple, en Corée du Sud, le président, il a pété un câble, il a dit que voilà, il y a la loi martiale, tout de suite ça s'est vu sur le KOSPI. Enfin voilà, il faut être réactif. Dès qu'il y a un événement macroéconomique, potentiellement, c'est un incident sur le book. Donc ça, il faut pouvoir gérer. Donc c'est ce que je pourrais dire sur les challenges. Je voudrais Merci. rebondir sur la partie codage, parce que moi, à mon échelle, c'est aussi ce qui a transformé ma façon de trader. Parce que moi, j'ai eu la chance de rencontrer un trader, mais qui est aussi développeur. Il s'appelle Ok. Cyril, je lui passe un coucou. Et effectivement, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que je me suis enregistré, parce que moi, je tradais de manière un petit peu instinctive, en fait. Et donc, lui a essayé de mettre en place une stratégie derrière codée, en fait, avec des niveaux, avec Des tout un stop tas de loss, choses, en fait. etc. Ouais, voilà, en fait, c'est comme une chorégraphie qui se passe. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on a décelées sur le marché, que moi aussi je tradais, mais sans savoir exactement ce qui se passait sur ces zones-là au début. Et après, on a essayé justement de définir. Lui, effectivement, moi, je connaissais pas grand-chose au codage, et donc il m'a expliqué. Voilà, quand on faut décortiquer chaque action, en fait. Quand tu sors de la maison, tu dis que tu ouvres la porte, que tu mets la clé, et on a tout décortiqué. Ça nous a pris des mois, et on a mis en place un système justement qu'on a codé, qu'on a aussi fait breveter d'ailleurs, et qui permet aujourd'hui d'être rentable en fait. Et c'est vrai que c'est hyper important. Je pense que ça a vraiment fait une énorme différence. Et surtout, ça permet de ne pas laisser sa psychologie impacter notre trading en fait. Parce qu'à partir du moment où on a défini des règles et une stratégie, il n'y a plus qu'à la suivre tout simplement. Et heureusement qu'il y a des outils qui permettent de coder sa stratégie. Effectivement, ça permet d'aller plus vite, gagner du temps et c'est plus patient. On fait pas d'erreur aussi, hein, c'est important. Moi, quand je Merci. trade la session, pardon, mais ce Mm. serait impossible de trader sans ma stratégie semi-automatisée. Ça va trop vite, en fait. J'aurais pas le temps de le faire. Super. Merci beaucoup, Nicolas et Yann. Ariski, moi, ma question est de par votre grande expérience, quels sont les plus grands défis que vous avez pu rencontrer jusqu'à maintenant pour faire ce métier-là? Euh, j'ai pas eu vraiment de grands défis, comme je vous l'ai dit au départ. Il faut Ouais. avoir il faut avoir de la chance et du travail. Et à partir de là, je dirais il faut 80% de chance et 20% de travail. Malheureusement, c'est comme ça. Euh, pour revenir un petit peu, alors le défi aujourd'hui à mon niveau, là maintenant, c'est Mhm. exactement ce que disait Yann, c'est-à-dire le codage. C'est-à-dire que moi, je suis pas de la génération codage. J'ai un peu codé tout au début des années 90 sur du Pascal. Alors là, c'est un vieux truc. Aujourd'hui, on est sur du Python et sur du C++ et tout ça. Et systématiquement, lorsque j'ai des interviews, on me demande si je sais coder. Je leur dis, écoutez, les gars, moi, j'embauche les gars qui codent. Je code pas, j'embauche les gars qui codent. Donc, ça, c'est effectivement un souci. Ma fille, qui est ingénieure grandes écoles, m'a dit, bah, je vais t'apprendre à coder. Mais je lui dis, attends, c'est bon, j'ai un peu passé l'âge. Même si je suis un peu curieux, mais c'est vrai que c'est pas un truc qui m'intéresse vraiment. Bon, alors sinon, pour revenir, si vous voulez, à un challenge, si vous voulez, que j'ai vécu. Alors là, on est dans du thriller à la Wall Street. Hein, alors, je nommerai pas la société dans lequel j'ai vécu cette expérience, mais c'était juste avant les subprimes en 2008. Et je suis arrivé dans un gros corporate français, et en étant en direct, je reportais directement au PDG. Et mes positions étaient les suivantes. J'avais 60 millions de barils longs, donc l'équivalent à l'époque de 6 milliards de dollars d'exposition sur des produits dérivés, toute option confondue. Alors, on avait des options à vanille, on avait des options asiatiques, alors, quand on parlait des options exotiques, j'avais des options qu'on appelait des range swap knockout, qui étaient en fait des options asiatiques à knockout, mais dont là, le trigger se faisait que sur la première partie de l'option, c'est-à-dire, en plus, il fallait attendre la moyenne des prix du pétrole du mois pour savoir si on était knock-outé ou pas. Donc, c'était assez complexe.
Et du coup, et on avait une sensibilité à la volatilité qui était d'environ 175 millions de dollars par point de vol sur la volatilité surface. Et quand on a eu cet événement en 2008 de la crise de Lehman Brothers, tous les marchés sont effondrés. La volatilité s'est envolée. Lorsqu'on traitait ces opérations de range swap knockout, on était donc short volatilité massive. Et donc, du coup, à la fin de l'année, on s'est retrouvé avec un mark-to-market de moins 2 milliards de dollars. Moins 2 milliards de dollars, c'est-à-dire un niveau presque supérieur à la Société Générale et notre fameux trader Kerviel. de 2001. Comment il s'appelait déjà? J'ai oublié son nom. Jérôme Kerviel. Jérôme Kerviel. Voilà, Jérôme Kerviel. On a C'était presque moins fait 5 mieux que milliards, Jérôme c'est sûr. Ouais. Ouais, j'ai dit presque mieux que Jérôme Kerviel. Et en fait, Pas mal ça. donc, je me suis retrouvé avec ces positions-là et couper ces positions dans un marché où il n'y a aucune liquidité, même sur des marchés ultra liquides comme le pétrole, c'était pas possible. Vous avez les big boss qui vous mettent la pression parce qu'on était à la limite du défaut de paiement et de sauter, surtout que l'entreprise en question était quand même un asset stratégique français. Donc, il a fallu négocier avec les banques, les margin calls. On avait plus de 1 milliard de dollars de margin call chez un seul des contreparties bancaires. Donc, il a fallu, si vous voulez, c'était panique sur le Titanic. Hein. Il a fallu faire preuve de sang-froid, expliquer que couper, même si on était en problème de trésorerie, parce que de l'autre côté, on avait investi des dizaines de milliards de dollars pour l'achat d'actifs. Et donc, il a fallu à la fois gérer en haut, gérer en bas, la panique, gérer les banques. On avait 63 banques qui nous mettaient la pression parce qu'ils nous disaient alors, quand est-ce que vous allez payer, quand est-ce que vous allez payer. Négocier avec eux ce qu'on appelle les thresholds, c'est-à-dire augmenter le niveau de perte avant le paiement des appels de marge et tenir le choc et dire de toute façon, il faut tenir et pas paniquer parce que si vous paniquez, vous sortez, vous allez encore augmenter la baisse du marché et vous allez finir par vous suicider. Donc, il a fallu, si vous voulez, mettre en place toute une activité de risk management opportuniste, c'est-à-dire que dès qu'il y avait des possibilités de sortir, même à flat, on sortait. Et au final, on a récupéré grosso modo 1,5, 1,6 milliards sur la totalité, donc une performance quand même assez sympathique vu les conditions. Tout à fait. Voilà. Et si vous voulez, alors pour en finir et vous dire Oui. comment est le monde du trading, c'est que comme c'était un corporate, je n'ai pas touché de bonus sur les performances que j'ai eues. Et ayant fait mon boulot correctement, les banques ne c'est voulaient pas plus sympa traiter ça. avec voilà. Les banques ne voulaient plus traiter avec cette contrepartie. Et donc, on m'a dit gentiment, Aristide, t'es gentil, tu nous as évité de couler, tu nous as évité de faire faillite, mais on n'a plus besoin de tes compétences, on te donne un chèque et bye bye. Voilà. Donc, c'est pour vous dire un peu comment se passe le monde du trading. Il ne faut pas vous attendre à ce qu'on vous fasse, même si vous gagnez de l'argent, des éloges. C'est-à-dire que vous êtes un outil. Vous êtes un outil dont on va se servir et qu'on jettera le moment où on aura envie de vous jeter. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et quand vous êtes dans une entreprise, il faut savoir que c'est pas chez votre mère. Et donc, vous travaillez pour vous en premier. Tout à fait. Merci beaucoup, Ariski, pour ces différentes histoires. Il commence déjà à être assez tard. Et du coup, pour conclure ce live, j'aimerais bien que chacun votre tour, vous donniez des conseils à nos étudiants ou aux personnes en reconversion pour réussir dans ce domaine-là. Donc, Nicolas, je vous en prie. Oui, ben, tout d'abord, moi, ce que je veux dire, c'est de se former, la première des choses, mais dans une école sérieuse. C'est déjà la première étape. Et puis, à côté de ça, d'être toujours dans un apprentissage continu et aussi d'adapter son trading à sa personnalité. Ça, c'est hyper important parce que sinon, on n'arrivera pas à rester stable dans le temps. Et aussi, en premier lieu, je pense qu'il faut avoir au moins une année de salaire devant soi pour se lancer complètement dans l'activité et avoir le recul au moins de plus d'une année de gains réguliers avant de se dire je me lance et je vais en vivre.
Et l'idéal, de toute façon, je pense, c'est de conserver une activité professionnelle à côté, parce que ça permet d'avoir une certaine stabilité aussi émotionnelle et de pouvoir mieux vivre les pertes qui font partie aussi de la vie d'un trader. On peut pas faire que des gains. Et donc, forcément, ça va affecter notre psychologie si on fait des pertes régulières, alors que c'est simplement peut-être un mauvais passage. Hein. Et notre stratégie peut être rentable sur le long terme. Surtout que le trading en tant que particulier, alors c'est vrai que j'ai entendu ce que vous disiez, que vous tradez, enfin, vous travaillez énormément, mais le particulier, en vrai, ça prend pas beaucoup de temps. Alors, ça peut prendre beaucoup de temps, l'apprentissage et son étude, mais après, le temps de trading, si on trade la session américaine, moi, je connais beaucoup de personnes qui tradent 1 heure par jour, en fait. Même moins, en fait. Et souvent, ceux qui tradent le moins longtemps sont ceux qui sont le plus rentables, parce qu'ils s'exposent moins longtemps au marché, et puis c'est surtout à partir d'un moment où on perd sa lucidité. Moi, je connais mon seuil de tolérance, mais je sais que dépasser, par exemple, 2 heures, 2h30, je vais commencer à perdre de ma lucidité. Et sans m'en rendre compte, en fait, je vais commencer à glisser au fur et à mesure. Donc après, moi, j'ai des choses qui sont mises en place, des alarmes, ce genre de choses, mais pour justement m'extraire de ce qu'on appelle le tunnel, en fait. Surtout dans ce que je fais, le scalping, en fait. Donc les conseils que je veux donner, voilà, c'est ça, c'est se laisser le temps. Je sais que pour les jeunes, souvent, c'est difficile d'entendre ça. Mais voilà, il faut se laisser, je pense, au moins 2 ans. Et puis aussi avoir un certain matelas financier pour pouvoir vivre l'expérience pleinement et se donner toutes les chances de réussir. Et trouver une bonne formation. Et aussi s'inscrire sur des plateformes, ça existe, hein, où on va pouvoir échanger avec d'autres traders. Parce que quand on est particulier à la maison, on est tout seul et ça fait du bien de pouvoir aussi échanger avec des gens ou trouver des communautés, se faire ami avec des traders à côté. Moi, j'ai la chance d'avoir fait une école, donc je suis en contact avec tous ceux qui sont passés par mon école. Et après, j'ai rencontré d'autres personnes aussi sur Internet, sur des groupes avec qui on échange régulièrement. C'est important aussi. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Yann, je vous en prie, quels sont vos conseils? Alors, j'avais une question plutôt pour toi, Florence. J'ai vu qu'il y a des Oui. questions dans le chat YouTube. Oui. Est-ce que on doit y répondre à la fin ou... Alors, je ne sais pas si on aura le Bon, temps, malheureusement, parce qu'on a beaucoup dépassé ok, les horaires. Après, à ok, voir si vous souhaitez communiquer des coordonnées sur lesquelles les gens d'accord, pourraient vous écrire. Euh, Ça, on verra à la fin. ok. Mais Mais bon, voilà, on va avant, finir sur les avant, conseils et après, on pour verra. embrayer. Ok. Bon, du coup, Exactement. ma réponse va permettre de répondre à deux questions dans le chat. Donc, Parfait. donc si on veut avoir une carrière en trading dans une banque classique, je prends bien la peine de spécifier, hein, trading banque classique, parce que par exemple, Nicolas est trader indépendant. Donc ça, c'est une autre approche que je ne connais pas. Donc je ne veux pas dire ce que parler d'un sujet que je ne connais pas. Il vaut mieux se rapprocher de Nicolas si vous voulez devenir trader indépendant. Donc si vous voulez devenir trader dans une banque classique, donc là, ça veut dire que vous gérez un book et votre salaire ou votre bonus sera indexé sur les performances de l'entreprise. Et même si l'entreprise gagne 500 millions, ça ne veut pas dire que vous aurez 500 millions. Hein. Comme Areski l'a expliqué, hein, il a eu des gains, mais il n'a pas eu, on va dire, un PNL ou un bonus à la hauteur des gains qu'il a pu apporter à la banque. Et donc ça, c'est aussi c'est le downside. Donc si vous voulez faire carrière, devenir trader dans une banque, ce que moi je conseille de faire, c'est de suivre le chemin classique, hein, c'est de faire un master, soit en mathématiques appliquées, soit en finance quantitative, pour ensuite intégrer un desk des trading pour apporter une compétence soit en programmation, soit en gestion de risque, soit mathématiques. Je pense que pour être trader dans une banque classique, quand je dis banque classique, c'est les banques au sens que tout le monde connaît, banques d'investissement françaises et américaines ou bien hedge fund. Ce sont ces compétences-là qui sont recherchées généralement. C'est très pointu en mathématiques ou très pointu en finance ou très pointu en informatique. Il faut faire une formation qui va dans ce sens-là. Donc, quelqu'un a posé la question de savoir si un master en finance quantitative est une bonne option. Oui, c'est une bonne option. Et quelqu'un d'autre parlait d'un master en conformité bancaire pour devenir trader. Moi, je ne pense pas que ce soit possible. Il faut refaire un autre master dans un des trois domaines que j'ai cités. Donc,
pour devenir donc, pour avoir une carrière dans ce domaine-là, c'est ce que je conseille de faire. C'est un peu classique et c'est très dur. Tout le monde veut faire ça. Je sais que j'ai un ami qui est chez Goldman Sachs, il travaille en trading, il m'a dit que pour un stage, ils ont reçu 2000 candidatures, pour la session là de je crois c'est mars 2025. Donc voilà, c'est très tout le monde veut faire ça, très sélectif. Donc il faut postuler de manière plus intelligente. Ce que moi je conseille de faire, c'est d'assister aux événements de ces banques-là pour pouvoir avoir un contact direct avec les personnes. C'est d'assister aux live webinars organisés par la banque que vous souhaitez rejoindre, pour pouvoir avoir une opportunité aussi de discuter avec les professionnels. Et également, c'est aussi de peut-être envoyer un message sur LinkedIn à ces personnes-là. Pour moi, ces mécanismes-là sont plus pertinents que juste candidater sur le site, parce que vous serez noyé dans les candidatures. Mais par contre, quand vous avez un contact, au moins, vous n'êtes plus un mail, vous êtes une personne. On a parlé avec, je sais pas, Nicolas. Nicolas est comme ça, il vient d'ici. Donc même quand je reçois son CV, je retiens que j'ai vu Nicolas quand même, donc j'y accorde plus d'importance. Au moins, je lis son CV. Vous êtes tous d'accord avec moi que 2000 candidatures, on va pas dire 2000 CV. Donc il y a il y a des outils, des IA qui vont faire le tri et après on va récupérer. Donc voilà, pour les candidatures, pour les stages, pour rejoindre ce type de poste-là, c'est ce que je préconise. Et donc, pour la formation, ce serait une formation, un master dans ces domaines-là. Et il faut essayer aussi d'avoir un profil qui sort du lot. Ça veut dire quoi? C'est avoir des expériences extrascolaires intéressantes, quoi, pour juste sortir du lot. Voilà, ça peut être avoir une association, ça peut être, je sais pas, être sportif. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire. Bon, là, je vais m'arrêter là pour laisser quand même Areski pouvoir développer avant que la fin du live n'arrive. Merci beaucoup, Yann. Moi, je suis Areski, totalement d'accord avec ce que vient de dire Yann. Aujourd'hui, alors, à mon époque, il y avait encore la possibilité pour des écoles de commerce de pouvoir intégrer le trading. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, il faut être un quantitatif. Donc, comme me disait Yann, il faut être un couteau suisse, c'est-à-dire parce que bon, les banques veulent économiser de l'argent, donc elles veulent pas acheter des pricing à l'extérieur. Donc, il faut être capable de fabriquer soi-même son pricing. Mm. Donc, il faut avoir des compétences informatiques, mathématiques, commerciales, financières, économiques, enfin bref. Donc, effectivement, ça va être un peu difficile. Aujourd'hui, la compétition est extrêmement ardue. Alors, on peut ouvrir la possibilité de faire du trading en commençant éventuellement par soit faire du sales, où effectivement, ce sera déjà moins, on va demander moins de compétences en termes quantitatifs, même si on va en demander quelques-unes. Courtier peut aussi par la suite ouvrir des opportunités dans le trading. C'est vrai. Et puis surtout, euh, partir hors de France. Parce qu'en France, déjà, il y a très peu. Alors, les banques ont quasiment disparu, elles sont toutes à Londres. Londres, aujourd'hui, c'est complètement verrouillé. Enfin, je veux dire, le côté Westworld, le monde occidental est complètement verrouillé. Moi, d'ailleurs, ma dernière expérience s'est passée à Prague, donc en République tchèque. Qui aurait pensé, moi, j'aurais jamais pensé aller travailler un jour là-bas. Donc, il faut ouvrir non seulement ces possibilités en termes de profession, donc courtier ou sales, mais aussi en termes géographiques, c'est-à-dire il faut s'expatrier, même en premier job. Moi, j'avais mon collègue qui était un quantitatif d'ailleurs, c'était son premier job à Prague. Donc, il faut ouvrir et vous aurez plus de chances si vous allez dans des pays de l'Est notamment, en Pologne, comment s'appelle, en Hongrie. En Hongrie, il y a pas mal d'opportunités, surtout dans les matières premières, en République tchèque, mais aussi en Afrique du Sud. Alors, en Afrique du Sud, il y a des problèmes de diversité qui fait que c'est un peu difficile pour les étrangers. Mais il faut s'ouvrir et aller plus vers l'étranger parce que la France, c'est verrouillé. France, si vous n'êtes pas polytechnicien et pistonné, il faut avoir les deux. Vous ne rentrerez pas dans les grandes banques. Il ne faut même pas rêver, quoi. C'est quelque chose de complètement verrouillé. Donc, ouvrir vers des métiers qui sont peut-être un petit peu moins prestigieux comme courtier ou sales et éventuellement partir à l'étranger.
quand on est jeune, Ouais. il n'y a pas de souci. Moi, je suis un vieux, je suis bien parti à Prague cette année, donc j'étais en 2022, donc je suis même allé aux Maldives, pour vous dire, pour monter à partir de zéro un desk. Donc j'ai passé 3 jours, j'ai fait 10 heures d'avion aller, 10 heures d'avion retour en moins d'une semaine pour aller voir une société sur place qui voulait monter un desk de trading à partir de zéro sur des produits dérivés, qui n'avaient pas les compétences, parce que Maldives, c'est tout petit, qui voulait, à partir soit de Dubaï, soit de Singapour, monter l'activité. Donc voilà, si vous voulez vous en sortir, si vous voulez travailler là, il faut partir. Merci beaucoup, Ariski. Merci Yann, merci Nicolas. Au vu de l'heure, malheureusement, on ne répondra pas aux quelques questions présentes sur le chat. Par contre, ce que je peux vous proposer, Nicolas, Yann et Ariski, c'est d'y répondre directement sur YouTube, parce que le D'accord. live J'aime bien, est... pardon, excusez-moi, mais j'aime bien ce que Oui, dit Jérôme Duna. Il dit en France, pour être trader, il faut être astronaute. Celle-là, elle est pas mal. oui, je l'avais vu. Du coup, ce que je peux vous proposer de faire, si vous le souhaitez, bien sûr, hein, c'est d'aller directement sur le YouTube de Doc Finance et de répondre aux commentaires pour ce que vous voulez. Ok, Mais là, au vu de l'heure, ça va être trop compliqué. pas de souci, pas de souci. Moi, je le ferai. Moi aussi. Parfait, moi aussi, oui. J'avais une question qui me tenait à cœur sur les crypto-monnaies, j'y répondrai. Super, bah parfait. En tout cas, merci beaucoup à vous trois. Merci à toi, Florence, d'avoir organisé ce live. Merci beaucoup pour Merci à l'invitation. tous, c'était Merci très pour l'invitation. intéressant. Et à toute la communauté, si vous voulez retrouver ce live-là, n'hésitez pas à vous connecter sur le YouTube Doc Finance. Et encore merci à Reski, Nicolas et Yann. Merci à vous. Merci. 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 Bonne soirée à chacun et Bonne bonne soirée. fête. Passez Merci. une belle fête de fin d'année. Au revoir. Merci. Au revoir.